Bonsoir à tous et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite le sommaire. Démission, censure, dissolution, en ces temps politiques mouvementés, où en sont nos institutions? Comment garantir le bon fonctionnement et surtout le respect de leurs lois? On en parle dans la première partie de cette émission avec nos invités. Faire participer les jeunes à la vie d'un refuge animal, c'est le projet de la SPA. On parle de cet engagement dans la seconde partie de l'émission. Dans son panorama, Charlie Adélaïde reviendra sur la cérémonie des Golden Globes et la consécration pour l'actrice Demi Moore. Mais tout de suite, place à l'actualité de l'éducation avec Shirley. Bonsoir Shirley. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On ouvre ce journal avec les discussions qui se poursuivent autour d'un projet de budget pour 2025 à 4 jours du discours de politique générale du Premier ministre François Bayrou. Et hier, les syndicats de la fonction publique ont rencontré Laurent Marcangeli. Le nouveau ministre de la fonction publique en place depuis le 23 décembre dernier. Changement de méthode par rapport à son prédécesseur Guillaume Kasbarian. Dans son premier discours, déjà lors de la passation de pouvoir, il avait voulu rassurer les fonctionnaires. Je crois en vous, je vous aime et je souhaite travailler avec vous, avait-il déclaré, sans prendre d'engagement concret. Hier, dans ses discussions avec les syndicats de la fonction publique, il a envisagé d'abandonner les 3 jours de carence en cas d'arrêt de maladie des fonctionnaires. Par ailleurs, il dit vouloir rendre plus attractifs les métiers de la fonction publique, des métiers qui semblent de plus en plus désavoués, notamment par les classes populaires. Et l'enjeu est de taille, car pour la sociologue Annabelle Alouche, à force, cela modifie la composition sociale de tout un corps de métiers, comme pour les enseignants, par exemple. On l'écoute au micro de Wafia Kenish sur France Culture. Il y a une déqualification des métiers de l'enseignement dans toute leur diversité, sachant que passer le CAPES ou la récation, ce sont des concours qui sont difficiles et des rémunérations qui ne suivent plus en fait. Donc pour des catégories populaires, pour lequel ça pouvait être aussi un incitatif parmi tant d'autres, le statut, l'intérêt pour la fonction et l'intérêt pour l'idée du service public, et ça affecte de facto une fonction publique qui reposait, pas totalement bien sûr, mais notamment pour le premier degré, en partie sur ces viviers-là. Alors comment faire revenir les classes moyennes et populaires dans le corps enseignant? Voici l'une des préconisations de la sociologue. Changer les concours, c'est déjà un premier pas en quelque sorte vers l'élargissement du vivier, du point de vue du nombre d'épreuves, du point de vue du type d'épreuves, et c'est ça qui a été mis en œuvre depuis 20-25 ans, des prépas talents qui visent justement à préparer spécifiquement des élèves venus d'universités et non par exemple des instituts d'études politiques ou des universités mais d'autres types de secteurs, et de les former au droit administratif par exemple, à l'économie, c'est-à-dire aux épreuves potentielles des concours administratifs. Autre levier d'action, le salaire peu élevé par rapport aux études demandées pour pouvoir exercer ce métier. Pour rappel, Anne Genetet, l'ex-ministre de l'Éducation nationale, avait annoncé en octobre dernier remettre sur la table des négociations la question salariale. C'était dans le but de calmer la colère des syndicats face à la possible suppression des 4000 postes d'enseignants. Mais depuis, Elisabeth Borne a repris les rênes et le budget pour 2025 n'est toujours pas adopté. Plus de détails à venir, normalement le 14 janvier, date du discours de politique générale de François Bayrou. Dans le service public, avec le démarrage du service public de la petite enfance depuis le 1er janvier, les communes ont l'obligation de gérer l'offre accueil des 0-3 ans. C'était une promesse d'Emmanuel Macron en 2022. Les communes ont désormais 4 nouvelles compétences définies aux articles 17 et 18 de la loi pour le plein emploi du 18 décembre 2023. Les municipalités doivent donc recenser les besoins des familles, les informer sur les modes d'accueil disponibles, planifier le développement des modes d'accueil et enfin soutenir la qualité de ces derniers. Mais pas assez ambitieux, ce service public de la petite enfance à peine mis en place. C'est en tout cas l'avis de Clotilde Robin, présidente du groupe de travail sur la petite enfance de l'Association des maires de France. Une avancée intéressante, dit-elle, mais insuffisante, comme le rappelle Philippe Bluteau, avocat spécialisé dans la défense des collectivités locales. L'objectif initial du SPPE, c'était d'ouvrir le droit aux familles de se rendre en mairie et d'obtenir une place en quelques mois. Or, le SPPE ne va pas jusque-là et aujourd'hui, de nombreuses familles peinent à trouver une place en crèche ou encore chez une assistante maternelle. Pour leur bébé, l'Association des maires de France s'inquiète aussi des moyens financiers censés accompagner cette réforme. 86 millions d'euros étaient prévus pour compenser les nouvelles dépenses des communes. Une ligne de crédit qui n'est plus d'actualité tant qu'un nouveau budget n'est pas
redéposés. Au chapitre judiciaire, maintenant, l'affaire du bestiaire en Normandie va connaître un dénouement, Shirley. Une affaire qui a débuté il y a plus de 2 ans et au commencement était un document humiliant d'une dizaine de pages qui circulait depuis plusieurs mois en interne dans les étages de la direction académique du Calvados. À chaque page, les inspecteurs de l'éducation nationale du département étaient comparés à des chiens avec des commentaires dégradants. Une première enquête avait été ouverte par la justice, puis classée sans suite. Et oui, l'auteur du bestiaire n'avait pas pu être identifié. 2022, un nouvel élément entraîne la réouverture de l'enquête. Un mail écrit par le directeur académique adjoint de l'époque, Claude Choteau, avec en pièce jointe le fameux bestiaire. Nous sommes toujours donc en 2022 et 2 enquêtes sont menées, Shirley. Une enquête administrative par l'inspection générale de l'éducation nationale. Claude Choteau sera rétrogradé d'un échelon quand il fera valoir ses droits à la retraite en 2023. Une autre enquête est menée par la justice. Elle est renvoyée devant le tribunal correctionnel de Caen. Claude Choteau va être jugé pour outrage. Il y aura un procès. C'est donc le dénouement que nous apprenaient ce matin les journalistes d'ici Normandie. Réaction à leur micro d'une inspectrice du département aujourd'hui à la retraite, Corinne Sourbet. On est pressé, impatient pour au moins la personne qui est à l'origine de cela, au moins prenne conscience du mal qu'il a fait. Parce que je suis même pas sûre qu'il y ait eu une prise de conscience. Je trouve ça non seulement dramatique, mais scandaleux, parce que l'image de l'institution a été complètement entachée, positionnant des individus comme ceux-là à la tête d'un département. Je ne comprends pas. Je reste complètement déroutée. J'avais une confiance et j'ai servi l'institution pendant 40 ans. Alors si la justice fait son travail, on pourra continuer à avoir confiance au moins en cette institution, parce que la nôtre, la confiance a été vraiment ternie. Et l'enquête se poursuit sur des faits possibles de harcèlement au sein de la direction académique du Calvados. Il y a 50 ans, jour pour jour, naissait l'émission de télé Apostrophe, émission littéraire culte animée par Bernard Pivot. Alors on finit naturellement ce journal, Shirley, en parlant de livres. Et de livres jeunesse offerts pour chaque nouveau-né et chaque enfant adopté dans les Bouches-du-Rhône à partir de ce mois de janvier. Initiative du département avec pour objectif de familiariser les enfants avec la lecture dès leur plus jeune âge, ici dès le berceau, et de lutter contre les inégalités d'accès à la lecture et l'illettrisme. Le dispositif s'appelle Mon premier livre et ce livre justement c'est Qui a chippé le soleil d'Alice Kolb, paru aux éditions Hélium, choisi parmi la multitude d'ouvrages de la littérature jeunesse à l'occasion d'un appel d'offres lancé par le département. Son autrice, graphiste et illustratrice, a étudié à l'Université des sciences et des arts appliqués de Lucerne ainsi qu'à l'École supérieure des arts décoratifs de Strasbourg. Et elle doit être bien heureuse de savoir que 25 000 enfants démarreront leur vie avec son histoire cette année. Très chouette initiative. Merci beaucoup, Shirley. Quand la confiance envers les institutions se dérobe, c'est là que toutes les crises arrivent, disait l'historien Pierre Rosanvallon il y a quelques mois. Vit-on donc une crise démocratique? C'est la question qu'on se pose. Où en est-on de la confiance des Français envers les institutions et surtout envers les politiques? Et quel recours ces institutions ont-elles encore face aux agitations politiques? Eh bien, on en parle tout de suite avec nos 2 invités. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir Fleur Jourdan. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes avocate spécialiste en droit public et éthique des affaires. Merci d'être sur le plateau du Grand JT. Éric Anceau, bonjour. Bonjour. Merci également d'être avec nous par Skype. Vous êtes historien de l'État. Alors, on va parler réforme des institutions, ou en tout cas peut-être crise de confiance. Et c'est toute la question que je vais vous poser, qui va planer pendant cet échange. Le spectre d'une crise de régime, d'une crise de confiance, de légitimité de nos dirigeants plane sur nos têtes. On va commencer déjà par ce qui nous occupe ici sur School TV, qui est l'éducation de manière générale, qui touche tous les sujets. On parle beaucoup de la succession des ministres de la rue Grenelle sous la présidence d'Emmanuel Macron. Est-ce que c'est quelque chose d'habituel et dont on a le souvenir? Peut-être que je vais me diriger vers vous, Éric Anceau. Alors écoutez, sous le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, nous n'avions eu qu'un ministre de l'Éducation nationale et en fait, il avait exercé le plus long mandat depuis Victor Duruy, c'est-à-dire depuis le Second Empire. Imaginez, Victor Duruy avait été ministre de l'Éducation nationale, en fait l'instruction publique comme on disait à l'époque, de 1863 à 1869. Et puis c'est vrai que sous le deuxième quinquennat, eh bien, on a une succession de ministres et là nous battons tous les records en sens inverse puisque nous sommes déjà à 5. Non, c'est absolument inhabituel.
Il me semble même 6, c'est le 7e là, il me semble, hein, 7e ministre de l'Éducation, donc c'est effectivement énorme. 5 ans. Comment expliquer justement ce changement vraiment brutal entre le premier mandat, si je peux dire, et même dépassement du premier mandat, et le deuxième mandat d'Emmanuel Macron, où d'un coup on se retrouve à démultiplier effectivement les ministres de l'Éducation, Éric Anceau? Alors, il y a plusieurs causes à cela. Du mal à trouver une assiette, une politique véritable de l'éducation. Vous savez sans doute que Jean-Michel Blanquer avait été repéré par Brigitte Macron. Et puis, comme on dit dans le langage populaire et jeune, ça avait matché avec Emmanuel Macron lorsqu'il l'avait vu. Et il lui avait donné un mandat pour redresser l'éducation et réformer en particulier le lycée. Et puis après, plusieurs tentatives ont été faites. On n'est plus là dans le en même temps, mais dans le successif. On a pris le contre-pied complet de la politique de Jean-Michel Blanquer. Mais se surajoute un élément, c'est la crise politique que nous traversons, si vous voulez. Il y a les questions d'éducation, bien évidemment, et il y a le fait que, bien sûr, il y a eu la dissolution en juin dernier qui n'arrange pas les choses, puisqu'il n'y a pas de majorité gouvernementale. Donc, les ministres ne se succèdent pas d'un gouvernement à l'autre. Le ministère de l'Éducation nationale qui devient un ministère d'État, est-ce que ça va changer quelque chose, Fleur Jourdan ? Alors la qualification effectivement de ministère d'État entraîne un changement dans l'ordre protocolaire et ça donne plus d'importance, on va dire plus de protocole, plus de poids peut-être à ce ministère. On essaye de lui donner une forme d'importance, mais ça ne change pas énormément hormis ces sujets-là. Est-ce qu'on l'a placé, en tout cas étiqueté ministère d'État pour peut-être faire plaisir aussi à une ancienne première ministre ? Alors il y a toujours dans ce sujet de protocole, de numérotation, parce que les ministres sont classés, classés en tout cas en termes protocolaires, et c'est en général on prend aussi en compte leur passé, et il y a une question d'ego et de personnes qui rentrent largement dans ce genre de considération. Oui, dites-moi, Éric Anceau. On peut ajouter deux choses ici, c'est très intéressant. Systématiquement, quand un Premier ministre, ancien Premier ministre, est revenu au gouvernement en tant que simple ministre, ça s'est produit à 4 ou 5 reprises sous la Ve République, il reçoit le titre de ministre d'État. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième, concernant l'éducation nationale, c'est très peu fréquent, puisque ça n'est arrivé en fait que, à ma connaissance, je peux me tromper, mais je ne crois pas, que 2 fois sous la Ve République, les 2 fois sous François Mitterrand, c'était avec Lionel Jospin d'abord et avec Jack Lang ensuite, quand ils avaient été ministres de l'éducation nationale, fin des années 80, début des années 90. Le fait de regrouper, selon vous, Éric Anceau, l'enseignement supérieur avec l'éducation et la recherche, est-ce que ça fait sens ? Est-ce que c'est bien ? Pas bien ? Est-ce que ça a déjà été fait ? Oui, ça a déjà été fait à plusieurs reprises, entre autres sous les 2 ministres que j'évoquais à l'instant, Lionel Jospin et Jack Lang. Pour moi, ça fait sens. J'en ai beaucoup discuté avec des professeurs d'enseignement secondaire, de l'enseignement supérieur, avec plusieurs recteurs également, un peu en amont. Et alors en off, bien évidemment, et je ne peux pas vous donner les noms des recteurs, puisque plusieurs sont encore en activité aujourd'hui, eh bien, ils sont partagés. Moi, je trouve que ça fait sens, effectivement, pour coordonner l'action. Puis vous savez qu'on est maintenant dans le -3+3, donc il y a un lien encore plus étroit que jadis entre les classes de lycée et le premier cycle universitaire. Donc je pense que ça fait sens. Cela dit, il y a un ministre délégué à l'enseignement supérieur aujourd'hui qui est Philippe Baptiste, et il ne faut pas qu'il soit déshabillé complètement par la puissance, je dirais, d'Elisabeth Borne, qui est une ancienne première ministre et qui a du poids en tant que ministre d'État. C'est vrai on a l'impression que c'est un prolongement, c'est une continuité finalement, le lycée, l'enseignement supérieur. Qu'est-ce que vous en pensez, Fleur Jourdan ? Alors oui, tout à fait, mais c'est une tendance qu'on a eu régulièrement de vouloir agréger au ministère de l'Éducation nationale d'autres ministères. Quand Amélie Oudéa-Castéra a été brièvement aussi nommée ministre de l'Éducation nationale, je pense que c'était la plus courte durée d'un ministre de l'Éducation nationale. On avait voulu lui donner aussi les sports, on a cette volonté aussi d'agréger la jeunesse quand on veut rassembler différents ministères. Alors, là où il faut être quand même très prudent, c'est que le ministère de l'Éducation nationale, c'est celui qui gère les profs, les enseignants. Le ministère de l'Éducation nationale, ça représente quand même plus de 1,2 million
de personnes rien que pour ce ministère. Donc c'est difficile de lui agréger d'autres compétences et de se dire que tout va être traité de la même manière. Ça va être, il ne faut pas que le mastodonte vienne en fait écraser une autre compétence qui lui serait agrégée. C'est en ça que ça peut être, il y a une continuité, mais ça peut être aussi logique effectivement de mettre la jeunesse, les sports à l'éducation nationale. Mais il faut faire attention quand même parce que c'est quand même un très très gros ministère. Beaucoup d'interrogations, beaucoup de questions effectivement à la part des Français, forcément des citoyens qui s'y perdent un peu. Pourquoi autant de ministres, pourquoi autant de changements, d'appellations, de ministères qui sont rapprochés, recomposés. Une crise, on l'a dit, de défiance peut-être, de confiance. On va parler d'Elisabeth Borne qui était à Mayotte face à 2 enseignants. Cette séquence a fait beaucoup réagir. On sait que c'est effectivement une petite courte séquence qui a été, un extrait qui a été repris sur les réseaux, qui a fait beaucoup parler. On n'a pas forcément, tout le monde n'a pas forcément vu toute la séquence, mais est-ce que rien que cette image où on voit la ministre qui tourne les talons finalement aux enseignants, est-ce qu'on a l'impression qu'elle est en déconnexion totale avec la classe politique ou en tout cas les Français? Fleur Jourdan. Alors, Elisabeth Borne a eu régulièrement peut-être un peu de problèmes relationnels, même quand elle était Premier ministre. C'est vrai qu'elle n'est pas caractérisée par une fluidité relationnelle ou une aisance avec les concitoyens, ou là, en l'occurrence, les profs. Comme je disais tout à l'heure, on a aussi cet exemple d'Amélie Oudéa-Castéra quand elle était ministre, qui avait aussi sur des buzz dans les réseaux sociaux perdus finalement. Je ne sais pas si on peut vraiment comparer les deux, franchement. Les deux buzz ne sont pas vraiment les mêmes. Disons qu'Elisabeth Borne, effectivement, peut-être en termes relationnels, peut-être un peu plus compliqué, mais elle a d'autres qualités, oui. Exactement. Et bon, c'est vrai qu'il y a cette crise politique qui est liée aux dernières législatives qui n'ont pas fait émerger une majorité et qui est liée au fait que notre système n'est pas pensé pour avoir 3 partis à peu près équivalents, mais plutôt c'est un système bipartisan qui trouve son équilibre dans l'alternance. Là, la difficulté, elle vient du fait qu'on a 3 partis, enfin, ou 3 grandes masses, on va dire, de politiques qui sont à peu près homogènes, et c'est ça qui donne cette instabilité, cette crise politique, cette espèce de sentiment d'impossibilité de faire émerger un consensus qui est peut-être à mettre sur un plan différent du buzz ou de la mauvaise réaction sur l'instant. Et même quand vous parlez de 3 grandes masses, j'ai réfléchi en même temps et je me dis mais 3 grandes masses, même est-ce qu'on vraiment on peut parler de ça? Parce que même encore aujourd'hui, on voit donc le NFP qui est complètement éclaté, avec la France Insoumise qui donc ne soutient pas du tout, notamment sur les retraites, sur l'éventuelle censure par rapport à François Bayrou. On voit bien que tout d'un coup, il y a un centre qui va se détacher, qui va revenir avec les socialistes, d'un coup les centristes, enfin Emmanuel Macron et puis son équipe, la droite, l'extrême droite. Enfin, est-ce que vraiment il y a 3 blocs aujourd'hui? On peut encore dire ça? On peut dire ça, à mon sens, dans la mesure où on n'a pas un bloc majoritaire qui a émergé. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de majorité. À partir du moment où il n'y a pas de majorité, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui a plus de 50% avec le reste. Alors après, est-ce que c'est 3 blocs, 4 blocs, 5 blocs? Mais je pense que si on était au-delà de 3, on arriverait peut-être à plus facilement faire des accords. Peut-être qu'on va avoir une réorganisation, tout simplement, de cet équilibre, et qu'aujourd'hui, on est entre 2 systèmes. Mais c'est vrai que lors des élections législatives, qui étaient il n'y a pas si longtemps, il y avait quand même 3 blocs. Il y avait le NFP, le Centre et le RN. Et on n'est pas encore sorti de l'instabilité liée à une espèce d'équilibre entre ces 3 blocs, en tout cas au niveau de l'Assemblée nationale. Pas de majorité, ça on s'en souvient avec les 23-49-3 d'Elisabeth Borne, justement. On va parler donc de cette situation un peu compliquée. Et Éric Anceau, j'aimerais aussi vous faire réagir par rapport à cette situation. On parle beaucoup de réforme des institutions, mais est-ce qu'on n'est pas plutôt davantage face à une crise de confiance envers nos dirigeants, nos gouvernants? Moi, je pense que c'est ça. Il y a 2 écoles. J'avais participé chez vos confrères à un débat justement sur les institutions de la Ve République. Moi, le gros problème que j'avais pointé du doigt, et je n'étais pas le seul d'ailleurs, c'est que nos institutions ne sont pas utilisées comme elles devraient l'être par les politiques qui sont actuellement en fonction. Il y a une forme de perversion, je dirais, de l'usage de ces institutions. Bon, la dissolution, je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie, qui a été exercée par Emmanuel Macron en juin dernier, ne s'impose
s'imposait pas, hein, c'est une dissolution de confort, mais pas de nécessité, et on a vu où ça nous a mené. Donc si vous voulez, ici on a une crise qui nous ramène presque, moi je vais être assez cruel en utilisant le terme, mais aux crises parlementaires de la 4e République. On ne reconnaît plus la 5e République. Si vous voulez, on a un scrutin majoritaire et un fait présidentiel qui devait nous prémunir de ce type de crise, et on est en plein dedans. Je réponds également à la question que vous aviez posée à l'autre interlocutrice tout à l'heure. Je trouve que Elisabeth Borne se caractérise par une très grande rigidité. N'oublions pas que c'est une haute fonctionnaire. Bon, et elle l'a reconnu elle-même, elle n'a aucune expérience pour exercer le ministère de l'Éducation nationale, si ce n'est 2 brefs passages. Alors il se trouve que là encore, c'est un hasard par rapport à notre discussion, dans les ministères Lang et Jospin, mais ça nous ramène 30 ans en arrière, en tout début de sa carrière de haut fonctionnaire. Non, mais alors je rebondis, reconnaître qu'on n'est pas spécialiste en étant ministre, est-ce que c'est pas une façon aussi de reconnaître que finalement on place des ministres au nom de l'Union nationale? Est-ce que c'est pas politique, tout simplement? Question sur laquelle vous pouvez rebondir tous les deux. Un ministre spécialiste d'une question ou technicien, c'est pas une obligation. Et vous parliez tout à l'heure de Jack Lang, qui est dans les sondages le meilleur ministre de l'Éducation nationale. Il n'avait pas forcément de technicité. C'était pas un spécialiste de l'Éducation nationale. Ce qu'on attend d'un ministre, c'est pas forcément d'être un spécialiste ou un technicien. D'ailleurs, on pourrait leur reprocher quand Dupond-Moretti est venu à la justice, on voit qu'il avait eu on lui a reproché des situations de conflit d'intérêts parce que justement c'était un ancien avocat. Donc c'est pas ça qu'on attend d'un ministre. Ce qu'on attend d'un ministre, c'est d'avoir une vision politique, d'être aussi capable de négocier, et avec les syndicats notamment dans le cadre d'un ministère comme le ministère de l'Éducation nationale, c'est très important. Donc d'avoir une vision, d'avoir une capacité d'entraînement et de négociation, et ça c'est pas forcément lié à la technicité. Une réponse par rapport à cette question, Éric Anseau? Oui, alors cela dit, Jack Lang n'était pas professeur de l'enseignement secondaire, mais il m'a précédé ici à l'Université de Lorraine. Il était professeur de droit à l'Université de Lorraine à Nancy. Oui, mais enfin, on attend quand même une certaine compétence. Vous voyez, je ne cherche pas à défendre a priori et complètement Jean-Michel Blanquer, mais Jean-Michel Blanquer avait écrit plusieurs livres avant de devenir ministre de l'Éducation nationale, et il avait un intérêt, une appétence, je dirais, pour la fonction. Elisabeth Borne, que je sache, n'a pas du tout réfléchi à ces questions avant d'être nommée. Donc, moi, ça me gêne quand même quelque part, si vous voulez. Je ne dis pas qu'il faut systématiquement prendre un enseignant du secondaire ou du supérieur pour exercer cette fonction, mais là, on est dans le grand écart, malgré tout. Disons que c'est peut-être la phrase en entier qui a aussi choqué. C'est-à-dire, je ne suis pas spécialiste et... face à la situation dramatique, on m'a appelé, donc je suis là. Et c'est vrai qu'on avait l'impression, bon, on va pas faire toute l'émission dessus, mais parlons de la défiance et la crise de confiance actuelle qui, a priori, que reconnaissent les Français. J'aimerais aussi votre regard là-dessus. Est-ce que, donc on parle, tout le monde, enfin, beaucoup de mes confrères, effectivement, parlent de réforme des institutions. Et donc, on se pose cette question-là avec tous les experts que vous êtes aussi. Se dire à un moment, est-ce que... vous parliez de 4e République, Éric Anseau, à l'instant. Est-ce qu'on peut imaginer avoir une 6e République qui arrive demain, finalement? Ou est-ce que c'est clairement cette défiance face à nos politiques? Alors, moi, je trouve que quand même, les institutions, elles sont assez résilientes. Aujourd'hui, on n'a pas eu de budget, on n'a pas de majorité, et pourtant la France continue à fonctionner. On voit bien qu'on a des institutions, des administrations qui continuent à fonctionner, bon an mal an, une France qui continue de tourner assez normalement. On n'a pas vu de coupure ni dans le fonctionnement des institutions ni quoi que ce soit. Et je pense qu'en fait, effectivement, comme vous le dites, la crise, elle est plus sur une crise de confiance, une crise politique, où on n'arrive pas à faire émerger une majorité. Alors, est-ce que c'est une volonté aussi des Français d'avoir une période aussi où il y a une forme de stabilité de fait qui est rendue obligatoire par cette incapacité finalement à réformer? Mais c'est vrai que les institutions, on n'a pas vraiment l'impression que c'est, là je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure, c'est pas vraiment la faute des institutions, c'est vraiment leur usage et la crise de défiance qu'il y a vis-à-vis de la classe politique.
politique par les Français. Les Français ne croient plus, à votre sens, Éric Anseau, en l'idéologie des politiques, à leur engagement. Est-ce qu'ils sont face à, comme le dit Luc Rouban, qui est directeur de recherche au CEVIPOF, le Centre de recherche politique de Sciences Po, face à des cartels électoraux? Oui, je vous rejoins totalement et je rejoins votre interlocutrice, c'est-à-dire à mon avis ce ne sont pas du tout les institutions, même si les derniers sondages montrent que les Français en ont un peu ras-le-bol et effectivement en viennent même à remettre en cause des institutions, mais je serais tenté de dire heureusement que nous les avons parce que dans la crise de défiance que nous traversons vis-à-vis de notre personnel politique, si nous ne les avions pas, la crise serait à mon avis encore accentuée. J'aime beaucoup ce qu'a dit votre interlocutrice, l'idée de résilience de nos institutions. La défiance, elle est très nette. J'ai publié, voilà 4 ans, un livre qui s'intitulait « Les élites françaises des Lumières au grand confinement » et où je rappelais, et Luc, vous évoquez Luc Rouban à l'instant, j'ai eu des débats également avec lui, nous n'avons jamais eu une telle défiance depuis que les sondages existent. De Gaulle avait traversé un passage à vide au moment de la crise des mineurs en 1963, mais il y a une chute de la confiance à l'égard des chefs d'État et des ministres continuelle. Et là, nous atteignons des records absolus avec le deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron. Donc le véritable problème, il est là. Comme le temps presse, je me dépêche, parce qu'il nous reste plus que 3-4 minutes, mais est-ce qu'on doit aller vers une démocratie plus représentative? Est-ce qu'on parle beaucoup de proportionnel, on parle aussi effectivement de régime parlementaire, bien qu'a priori ils le sont dans la Ve République, mais est-ce que les citoyens doivent être plus engagés finalement dans cette République, ou c'est ce qu'on demande en tout cas à la nouvelle formule? Alors, le système de la proportionnelle, s'il ne permet pas de faire émerger une majorité, on ne résoudra pas le problème qu'on traverse aujourd'hui, qui est celui de ne pas réussir à faire dégager une majorité et donc un gouvernement stable et qui a un mandat pour des réformes. Donc en fait, la proportionnelle, c'est une fausse bonne solution. Il faut trouver un moyen de restaurer la confiance dans l'action politique, et ça vient plus, je pense, soit d'une meilleure compréhension des attentes des citoyens, soit dans une meilleure efficacité de la production des politiques publiques. Une réponse à cela, Éric Anseau? Oui, alors il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué, effectivement, pour retrouver la confiance. Alors si Emmanuel Macron l'a fait au moment de ses vœux, c'est le recours au référendum. Je rappelle que la dernière fois que les Français ont été consultés par référendum, c'est en 2005, et on sait comment après en 2007, leur décision initiale n'a pas été suivie. Alors je crois aussi qu'il y a un sentiment chez le citoyen de dessaisissement en fait de nos politiques par rapport à leur marge de manœuvre. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans le cadre de la mondialisation de l'Union européenne, on a le sentiment que les politiques, quoi qu'ils fassent, n'ont plus de marge de manœuvre. Il y a aussi cet élément qui entre en ligne de compte. Plus de marge de manœuvre, et pour autant on est dans une crise. Alors vous parliez de stabilité dans l'instabilité, parce que finalement on y trouve effectivement notre compte. On pourrait faire allusion aux Belges qui souvent nous disent nous ça a marché longtemps comme ça, certes, mais bon, il va falloir trouver un budget. Là pour l'instant pas de budget, la loi spéciale effectivement pour faire passer ce budget, la dette de la France, les économies à réaliser, enfin bref, un début d'année quand même assez compliqué. Donc là, qu'est-ce qui va se passer concrètement dans les prochaines semaines? Qu'est-ce qu'on peut attendre? Alors, il y a un travail qui est effectué effectivement pour faire émerger un budget et le soumettre au vote, mais on va se heurter à la même difficulté d'un risque de motion de censure et donc d'un budget qui ne passe pas à nouveau. Ça, c'est une possibilité qui est quand même assez importante, et donc du coup, on va continuer à vivre avec une reconduction finalement du budget de l'année dernière, ou alors le gouvernement Bayrou réussit l'exploit de trouver un consensus autour d'un budget, mais qui sera forcément nécessairement assez similaire au budget de l'année précédente, avec pas de décision qui sera clivante. Un thème majeur comme les retraites qui peut faire tout basculer, peut-être, Éric Anseau? Oui, tout à fait. Alors là, on voit que Bayrou essaie de jouer la montre et d'obtenir à minima un consensus avec la gauche, hors LFI, de manière à dégager une majorité qui lui permettra de tenir. Donc moi, je ne suis pas devin, je ne sais pas, mais je ne vois pas concrètement un retour sur la réforme des retraites, ne serait-ce que parce que les LR n'y tiennent pas et que les LR sont dans cette majorité. Il doit tenir les deux bouts, PS d'un côté, LR de l'autre. C'est assez compliqué. Le risque à terme,
mais encore une fois, nos institutions théoriquement devraient nous en préserver, c'est le risque à l'américaine d'un shutdown qui est déjà arrivé à de multiples reprises dans les États fédérés. Hein. Je rappelle que l'État de Californie n'avait pas payé ses fonctionnaires pendant plusieurs mois, donc je ne veux pas effrayer vos téléspectateurs qui sont enseignants, mais voilà le risque que nous courons si d'ici 4-5 mois, une solution n'est pas trouvée. Ouh là là, ben on va terminer là-dessus en espérant qu'effectivement vous ne soyez pas devin. Très bon expert certes, mais que vous ne soyez pas voyant. Merci beaucoup en tout cas Eric Anceau, d'être historien de l'État. Et Fleur Jourdan, merci également d'être venue sur le plateau du Grand JT, avocate spécialisée en droit public et éthique des affaires. C'était passionnant. J'espère vous retrouver vite sur le plateau du Grand JT tous les deux. Merci. On marque une courte pause, on se retrouve. De retour dans le Grand JT de l'éducation, je suis ravie d'accueillir Maxime Merle-Lacombe. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes animateur, éducateur à protection animale du service de sensibilisation des publics à la SPA. On va parler bien sûr des animaux, on va parler des jeunes, des enfants, car il y a un fort lien entre eux, un lien nécessaire pour sensibiliser effectivement tous les publics. En quoi les jeunes ont peut-être plus d'impact que les moins jeunes, les adultes? Alors, il faut déjà savoir ce que vous entendez par impact des jeunes et des moins jeunes. Impact dans la sensibilisation, peut-être? Au niveau de la sensibilisation, déjà, moi, je fais une distinction entre deux choses, la sensibilisation à proprement parler et l'éducation. C'est-à-dire que la SPA, elle fait à la fois la sensibilisation. Par sensibilisation, j'entends faire changer les comportements avec des émotions. Donc ça, par exemple, c'est notre service communication qui est, on va dire, spécialisé dans ce domaine-là. Oui. Et de l'autre côté, on a justement l'éducation, où nous cherchons à faire changer les comportements avec des connaissances. Et là, cette fois-ci, ça regroupe toutes nos actions dans les écoles, car nous intervenons dans les établissements scolaires. Et en même temps, nous acceptons des bénévoles mineurs à partir de 11 ans jusqu'à 17 ans au sein de nos différents sites qui peuvent s'engager au sein de nos refuges. Alors ça, c'est absolument génial, parce qu'en fait, c'est une manière d'engager finalement les plus jeunes, et de les sensibiliser bien sûr déjà eux, pour ceux qui ne le sont pas déjà, mais évidemment les engager, d'être les petits citoyens, les petits protecteurs de demain en fait. Exactement, c'est ça. En fait, ce qu'on appelle nos clubs jeunes, c'est-à-dire nos structures qui accueillent les bénévoles mineurs, moi je les vois et on essaye de les mener comme des mini-séminaires. C'est-à-dire que ce qui nous intéresse et ce qui intéresse les jeunes qui s'engagent à la SPA, c'est dans un premier temps qu'ils fassent des activités de bénévoles comme les adultes, bien entendu, ils sont encadrés par des bénévoles encadrants que l'on forme à cet exercice. Alors comme quoi, par exemple, je rebondis sur les activités. Comme quoi, par exemple, ce que peuvent faire justement les jeunes bénévoles au niveau des refuges, c'est par exemple tout ce qui concerne le nettoyage des différents box, la sociabilisation du chien comme du chat, puisque nos pensionnaires, malheureusement, ont la plupart du temps une histoire assez malheureuse et donc il y a besoin de leur redonner confiance avec l'être humain. Donc il y a cette action de sensibilisation, sortir les animaux aussi. Et l'avantage aussi d'être un jeune bénévole, c'est qu'on leur offre aussi des petites formations et des sorties en extérieur. Un exemple, c'est que récemment, on essaie de promouvoir les formations au premier secours canin et félin auprès de nos jeunes. Et pour ça, justement, nous avons un budget dédié au niveau des différents refuges. Nous mettons aussi en lien les jeunes avec des EHPAD ou justement des établissements pour adultes handicapés avec qui nous faisons justement des mises en relation. Et on essaye aussi beaucoup de faire prendre conscience aux jeunes que travailler en protection animale, qu'œuvrer en protection animale, ce n'est pas œuvrer qu'avec les animaux, c'est aussi travailler avec l'humain, d'où les différents partenariats que je vous ai mentionnés. Oui, ça me permet de rebondir, pardon, c'est une petite digression, mais comme vous parlez des EHPAD, c'est intéressant, je me suis toujours posé la question de savoir ce que font les animaux domestiques, ces chiens, ces chats, qui sont avec des personnes âgées qui ne peuvent plus malheureusement peut-être s'occuper d'elles parce que refusées dans ces lieux, ou parce qu'ils n'ont pas la possibilité de s'en occuper tout simplement. Est-ce que la SPA vous les récupérez? Comment ça se procède? Est-ce que les enfants justement peuvent faire ce lien? Alors, c'est deux choses complètement différentes. Il y a d'abord l'action que l'on mène auprès des EHPAD avec les mineurs, parfois avec animaux, parfois sans animaux. Quand c'est avec des animaux, nous avons forcément un accompagnateur qui est titulaire justement de ce qu'on appelle la cassette. C'est une obligation légale puisque ça rentre dans la médiation par l'animal. Et ensuite, tout simplement, les jeunes peuvent se rendre sans animaux justement pour parler de leurs actions et pour, on va dire, se sociabiliser aussi avec les générations du dessus. Là, ce que vous dites, c'est complètement autre chose. C'est plus du point de vue de l'adoptant. Et depuis très récemment, il y a justement une loi
soit qui a été mise en vigueur, soit qui va être en vigueur, qui demande désormais au directeur d'établissement d'EHPAD d'accueillir les animaux des personnes qui entrent en EHPAD, en établissement justement. D'accord, c'est une obligation ? Alors c'est une obligation, mais ça pose aussi un problème, c'est qu'actuellement les directeurs et les directrices d'EHPAD n'ont pas forcément le personnel qualifié pour s'occuper des animaux accueillis. Donc ça donne justement beaucoup de fil à retordre actuellement, et c'est pour ça que nous, à la SPA, on essaie d'accompagner autant que possible ce dispositif. Après, je parle uniquement ici en tant que membre du service sensibilisation du public. Donc, je ne peux pas vous en dire davantage. Très bien, merci beaucoup, mais c'est une petite digression intéressante quand même. Je reviens sur effectivement, vous l'avez dit, les actions de bénévolat, les ateliers pour les jeunes, mais aussi pour ces formations, les connaissances donc qu'ils acquièrent. Qu'est-ce qu'on va apprendre typiquement pour pouvoir se rendre compte de ce que c'est ? Alors, pour apprendre concrètement ce qu'est une action bénévole au sein des refuges, je dirais qu'il y a 2 grands axes. Il y a d'abord les activités au sein du refuge qui sont vitales pour les animaux comme pour les personnes qui y travaillent et le public. C'est-à-dire que nous, si on n'a pas du tout de personnes qui viennent visiter nos refuges, malheureusement, ce sont des animaux, des pensionnaires qui ne vont pas trouver de famille. Donc tout ce qui concerne justement le soin aux animaux, mais aussi l'entretien de leurs locaux, ça fait partie des activités principales. Et c'est même les activités que l'on enseigne à leurs encadrants, si ce n'est pas déjà le cas, par exemple, ils ne sont pas déjà bénévoles au niveau du refuge. Ça, c'est le premier axe d'activité. Le deuxième axe, ensuite, c'est vraiment développer les compétences et les connaissances en matière de protection animale, notamment soit en faisant intervenir des professionnels de la protection animale ou du monde animalier, que ce soit des vétérinaires, que ce soit aussi des brigades cynophiles de gendarmerie et de police. Parfois même, on a des projets avec des brigades équines, on fait venir des toiletteurs, et ça permet ensuite aux jeunes de vouloir s'engager sur des projets plus ambitieux pour le refuge. Je donne un exemple. Le refuge de La Roche-sur-Yon a un club jeune qui a visité à un moment donné un lieu refuge de la Ligue de protection des oiseaux, la LPO, et qui a été tellement sensibilisé vis-à-vis de la prolifération des chats errants qu'ils ont décidé de faire devenir le refuge de La Roche-sur-Yon, le refuge SPA, zone LPO, pour la protection de l'environnement. Donc c'est ce genre d'action qu'on essaie de mener aussi auprès des jeunes. C'est pour ça je dirais très, très sommairement qu'on essaie aussi de les faire sortir du refuge pour qu'ils voient que la protection animale ne se passe pas qu'au sein de nos divers sites SPA, mais que c'est vraiment un lien entre les différents acteurs du milieu. Oui, et puis que ce ne sont pas que les animaux effectivement qui sont dans les maisons, mais ce sont des animaux qui sont aussi à l'extérieur, évidemment, et toujours, parce qu'on parle très souvent des chiens et des chats, mais enfin il y a quand même... Alors ça, c'est très bien, c'est justement ça qui est très intéressant, parce que souvent ce que l'on ignore, c'est qu'on se dit que la SPA ne s'occupe que de la protection des animaux de compagnie. Or, c'est faux. Nous, en fait, nous nous occupons depuis 1845 des animaux domestiques. C'est-à-dire, par exemple, tous les animaux qui vivent avec l'être humain. C'est pour ça que, par exemple, sur certains de nos sites, nous avons des fermes qui accueillent des chèvres, des ovins, des caprins, parfois même des porcins. Ça nous arrive aussi, que nous proposons ensuite à l'adoption. Et nous avons même un refuge en Normandie, à Pervenchères, le grand refuge, qui est spécialisé justement dans les équidés. C'est un refuge pour chevaux. On peut y trouver par exemple des chevaux, des ânes, des lamas, bien entendu des ovins et des caprins. Et justement, nous avons tout un dispositif spécial à cet endroit-là, et même dans l'ensemble de notre réseau associatif, pour permettre l'adoption de ces animaux. Donc vraiment, on s'occupe à la SPA pas que des animaux de compagnie, on s'occupe aussi de la protection des animaux domestiques. Par exemple, pour des familles qui ne connaissent pas bien le monde animal, mais qui s'y intéressent, qui ont envie aussi tout simplement peut-être d'emmener les enfants voir les animaux, est-ce qu'ils peuvent, à l'instar du refuge en Normandie dont vous venez de parler, visiter ces chevaux, ces lamas ? Alors, les visiter, leur rendre visite, bien entendu. Nos refuges, ils sont ouverts au public à des horaires dédiés parce qu'on a à la fois besoin d'horaires pour accueillir le public, pour trouver des familles à ces animaux, parce que c'est vraiment notre première mission, l'adoption responsable. Notre deuxième, ensuite, tranche horaire, je dirais, c'est quand on est fermé au public, là où on veille plus à l'entretien du refuge, sur des plus gros travaux. Donc bien entendu, il est tout à fait possible de visiter nos refuges. Tout est disponible d'ailleurs sur Internet, c'est très bien renseigné, que ça soit sur notre site Internet, le site de la SPA, ou bien tout simplement sur une recherche sur un moteur de recherche. On a les horaires qui sont indiqués. Alors pour les interventions dans les écoles aussi, comment ça se passe ? Racontez-nous. Alors au niveau des interventions dans les écoles, que voulez-vous savoir plus précisément ? Comment est-ce qu'on les organise, ou plutôt comment se passe une Les deux, je veux tout savoir. D'accord. Alors au niveau, je vais commencer dans ce cas-là par l'organisation. Pour organiser une animation pédagogique, nous avons 2 moyens de rentrer en contact avec les différentes écoles. Premièrement, soit nous sommes contactés par les établissements scolaires car ils entendent parler justement de nos animations pédagogiques, soit nous décidons de les contacter nous-mêmes pour leur proposer. Toutes nos animations sont gratuites. Nous avons décidé, en accord avec le conseil d'administration de la SPA,
de proposer des animations gratuites. Ce n'est pas le cas dans toutes les associations de protection des animaux. Je donne un exemple, mais celui de la LPO. Nous, c'est le choix que nous avons fait. Ensuite, nous prenons contact avec les enseignants, bien entendu l'équipe de direction des établissements, pour organiser les différentes animations pédagogiques. Et je dois vous avouer que ce que l'on rencontre très souvent sur le terrain, que ce soit moi en tant que salarié, mais aussi l'équipe bénévole qui accompagne justement ces animations pédagogiques, c'est que une professeure ou un professeur nous demande d'intervenir dans leur classe. Oui. Ils sont ravis, ils en parlent à leurs collègues et on se retrouve à faire l'intégralité de l'école. Oh, ensuite, l'école en parle. Mais même, je ne vous l'ai pas encore proposé, mais vous allez faire tout le tour de School TV. Très franchement, s'il y a besoin, pas de problème. Non, mais c'est vrai que forcément, on est tous, j'espère qu'on est tous sensibles aux animaux et forcément dans une école, ça marche. Mais la notion n'est pas juste de comprendre la relation qui s'opère entre l'être humain et l'animal, bien qu'elle est importante, mais c'est aussi savoir comment les protéger, comment en faire un allié. Comment ça s'opère ça ? Justement, c'est ce que l'on fait. Je vais faire un premier distinguo au sein même de nos animations pédagogiques. Déjà, nous, lorsque l'on intervient en milieu scolaire, nous n'intervenons que pour transmettre des connaissances. Et c'est pour ça que je fais le distinguo. On n'est pas là justement pour jouer sur l'émotionnel, pour faire changer les comportements avec l'émotionnel. Non, on est là pour transmettre des connaissances aux enfants parce que ces animaux, les animaux domestiques, notamment les animaux de compagnie, puisqu'ils sont encore plus proches des enfants, les chiens, les chats, les lapins, les nacs, tout ça sont encore plus proches des enfants que les animaux, on va dire, de rente que sont la vache, le cochon que l'on élève pour un service. Et c'est pour ça qu'on doit apprendre très vite aux enfants à s'en occuper de manière tout à fait à garantir leur bien-être. Et c'est ce qu'on transmet. Globalement, nos animations pédagogiques dans le milieu primaire, collège, maternelle et lycée, elles se déroulent en 3 temps. Premièrement, on leur fait connaître l'association parce qu'ils ne connaissent pas forcément notre association ainsi que nos missions d'intérêt public. Ensuite, nous leur enseignons les différents besoins des animaux et ce sur quoi il faut être vigilant, à savoir les 3 points que sont, quand on veut adopter un animal, il faut d'abord se poser la question, est-ce qu'on a le temps pour s'en occuper ? Je peux prendre par exemple la race des Malinois, où on a besoin de s'occuper d'eux entre 2 et 3 heures par jour. Déjà, là, j'ai plein de vieux qui s'écarquillent en classe, donc le temps. Ensuite, l'argent, selon une étude... C'est important de le dire. C'est ça. L'argent, parce qu'en fait, si vous voulez, pour s'occuper convenablement d'un chien ou d'un chat, je ne parle que d'un chien ou d'un chat, pour les nacs, c'est-à-dire les nouveaux animaux de compagnie, les lapins, les rongeurs. Les hamsters et côtes, oui. Voilà, c'est beaucoup plus cher. Pour s'occuper d'un chien ou d'un chat convenablement, il faut envisager de mettre de côté par mois 100 €, ce qui fait à peu près 1 200 € par an. C'est en moyenne. Donc, c'est-à-dire, oui, j'allais dire minimum. Ayant un chien, minimum. Et le 3e axe, qui est super important, c'est justement se renseigner. Et je donne pour cela l'exemple du lapin. Beaucoup de personnes, même des adultes, ignorent que le lapin a besoin à 80% dans son alimentation de foin, non pas parce qu'il présente des éléments essentiels à sa nourriture, mais aussi pour ses dents, parce que les dents du lapin poussent toute la vie, et donc il se sert du foin pour les tailler. Et il y a beaucoup justement de cas qu'on nous rapporte de lapins, ou que l'on peut trouver sur Internet, de lapins qui ont des dents qui poussent, qui parfois rebiquent jusqu'à leur nez, tout simplement parce que les propriétaires ne leur donnent pas de foin parce qu'ils ne se sont pas... Par manque de connaissances. C'est ça. Donc, temps, argent, connaissances. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de choses à savoir. C'est fort intéressant. Malheureusement, le temps, on n'a pas assez de temps. Mais en revanche, vous savez que vous pouvez vous intéresser, bien entendu, à la cause, vous engager à la fois bénévolement et peut-être même de manière salariée, mais vous engager davantage encore à la SPA. Combien de refuges en France ? Combien de refuges ? Actuellement, nous allons vers les 66. Vers 66 sites. C'est-à-dire que c'est dispensaires et refuges. Voilà. Il y a à peu près 40 clubs jeunes et puis les interventions donc dans les écoles. Merci beaucoup, Maxime Merle-Lacombe, d'être venu nous parler de nos animaux qu'on aime tant et qu'on chérit tant et de la SPA. Merci. On va marquer une courte pause. Ah non, on ne marque pas de pause du tout. On va tout de suite se retrouver. Shirley pour sa chronique. Il y a eu bien des triomphes dimanche dernier lors des Golden Globes 2025, la cérémonie qui récompense le cinéma et la télévision aux États-Unis. Demi Moore a notamment été sacrée meilleure actrice de comédie dans le film The Substance de Coralie Farja. Une récompense symbolique à bien des égards, Charlotte. Oui, alors d'abord, c'est la première récompense que l'actrice américaine de 62 ans reçoit
en 45 ans de carrière. Alors évidemment, l'émotion était au rendez-vous et son discours très poignant a marqué l'auditoire. Je ne m'attendais vraiment pas à cela. Je suis sous le choc, a-t-elle d'abord déclaré avant de poursuivre sur cette déclaration. Il y a 30 ans, un producteur m'a dit que j'étais une actrice de popcorn, ce qui à l'époque ne faisait pas de moi une candidate à ce genre de prix, comprendre les Golden Globes. Ça signifiait que je pouvais faire des films populaires qui rapportaient beaucoup d'argent, mais que je ne serais jamais reconnue pour mon talent. Et j'y ai cru. Elle y a cru. Demi Moore, quand même. Revenons un instant sur le parcours de cette femme qui, encore une fois, ne s'est pas sentie légitime. Née dans la ville de Roswell, au Nouveau-Mexique, aux États-Unis, après une enfance difficile, elle va quitter le domicile familial à l'âge de 16 ans et commencera à travailler comme réceptionniste dans les studios de la 20th Century à 20th Fox à Los Angeles. C'est là qu'elle décide de tenter sa chance en tant qu'actrice. Son premier rôle, elle l'obtient en 1981 dans le film Choices de Silvio Narizzano. Elle a alors 19 ans, mais c'est en 1985 qu'elle se fait vraiment connaître grâce à un rôle dans Le Feu de Saint-Elmo, un film qui a révolutionné le cinéma adolescent. Et puis The Film, celui qui va permettre à Demi Moore d'accéder à la notoriété mondiale, eh bien c'est Ghost, sorti en 1990, une romance fantastique dans laquelle l'actrice forme un couple mythique avec Patrick Swayze, dont la postérité retiendra pour toujours cette scène culte de poterie très sensuelle sur le morceau Unchained Melody de Writers Brothers. Demi Moore devient à ce moment-là un vrai sex symbole. C'est là que sa carrière s'envole. Elle est l'actrice la mieux payée du cinéma dans les années 90. Ensuite, il y a eu le film Striptease, pour lequel l'actrice perçoit la modique somme de 12,5 millions de dollars, Virginie, un salaire plutôt réservé aux messieurs à cette époque. Si le film n'a pas eu de grand succès, eh bien ça aura au moins été un tour de force de l'actrice de montrer que c'était possible pour les femmes de gagner autant que les hommes. Et puis après, elle a tourné des films qui n'ont malheureusement pas défrayé la chronique, avant de quasi disparaître, des grands écrans. Alors, quand elle a reçu le script de The Substance, elle avait presque cessé de recevoir des rôles, selon ses propres dires. Voici l'affiche du film en question. Un film pas facile à regarder, mais essentiel à mon sens. Et c'est donc le film pour lequel Demi Moore a reçu ce Golden Globe, une récompense symbolique parce que c'est la toute première pour l'actrice, on vient de le dire. Mais pour quelle autre raison aussi symbolique cette récompense ? Eh bien parce que c'est un film féministe gore, c'est une satire sur le culte de la jeunesse et de la beauté, un phénomène auquel Demi Moore elle-même a été confrontée en tant qu'actrice hollywoodienne. Et dans ce film, eh bien, elle campe une très grande star de la télévision en déclin, Elizabeth Sparkle, qui se fait virer sans scrupule par son producteur, lequel va la remplacer par une jeune femme toute pimpante avec un corps sublime. Craignant de tomber dans l'oubli, Elizabeth va tester un élixir de jeunesse promu par un slogan qui vous paraîtra un poil familier: devenez la meilleure version de vous-même. Extrait de la bande-annonce. Avez-vous déjà rêvé d'une meilleure version de vous-même? Plus jeune, plus belle, plus parfaite. Une seule injection générera une autre version de vous-même. Voici la substance. Je suis sous. Vous êtes engagé. Après avoir vu et dit tout ça, on comprend mieux pourquoi c'est symbolique pour l'actrice passée 60 ans et qui n'était plus très demandée, eh bien de se voir récompensée pour ce rôle dans un tel film. Elle a d'ailleurs chaleureusement remercié la réalisatrice française Coralie Farja d'avoir pensé à elle. Réalisatrice, elle, qui ne pensait pas pourtant que Demi Moore allait accepter. Écoutez-la, elle était au micro d'Eva Bester sur France Inter. Pendant l'écriture, je savais que je voulais une actrice iconique pour incarner ce rôle, puisque c'était pour moi le meilleur symbole de ce que l'histoire raconte. Je savais justement, en cherchant une actrice iconique, que j'allais me confronter au challenge peut-être le plus difficile du film, qui était de trouver une actrice qui allait accepter de se confronter à sa pire phobie, en fait. Donc je savais que j'allais avoir des refus dans le process, ce qui a été le cas. Et en fait, quand le nom de Demi est arrivé dans la conversation avec mes producteurs, en effet, je me suis dit, oui, c'est une idée absolument géniale, mais ne perdons pas de temps avec ça, parce que je pense qu'elle ne voudra jamais faire un rôle comme ça. Elle ne sera jamais prête à jouer avec son image de la sorte. Donc envoyons-lui le scénario, on n'a évidemment rien à perdre, mais ne perdons pas de temps à attendre une réponse.
Bon, en fait, si Demi Moore a lu le scénario, elle a accepté dans la foulée. J'étais dans une période très sombre quand j'ai reçu ce script magique, audacieux, courageux, révolutionnaire et complètement fou, a-t-elle rappelé dans son discours dimanche dernier à Beverly Hills. Le script d'un film sur, je cite, la violence que nous, les femmes, nous infligeons à nous-mêmes, comprendre à partir du moment où on est confronté au regard des hommes, des autres, de la société, surtout quand on est amené à vieillir. Alors, un Golden Globe, ok, mais avec ce prix, Demi Moore est donc vue comme une des favorites, j'imagine, dans la course aux Oscars, Charlotte. Et oui, parce que les Golden Globes, remis par des journalistes internationaux spécialisés dans l'industrie du divertissement, sont souvent considérés comme un tremplin vers la plus prestigieuse cérémonie des récompenses du cinéma, qui aura lieu d'ailleurs en mars prochain. Autre potentielle victoire pour le cinéma français, on pourrait aussi voir récompenser aux Oscars Emilia Pérez, la comédie musicale de Jacques Audiard sur un narcotrafiquant mexicain qui devient une femme, film déjà primé à Cannes, qui a raflé pas moins de 4 trophées au Golden Globe, meilleur film en langue étrangère, en espagnol en l'occurrence, meilleur film musical, meilleure chanson originale avec El Mal, meilleure actrice dans un second rôle pour Zoé Saldana. Et je rajoute que le dernier film d'animation de Gins Zilbalodis, une coproduction entre la Belgique, la France et la Lettonie, dont nous avions parlé sur ce plateau, Virginie. Flo, le petit chat qui n'a plus peur de l'eau, est aussi dans la course, même pas peur des Oscars. Enfin, en ce moment, ce sont plutôt les Oscars et toutes les cérémonies de récompense qui ont peur, ou du moins qui prennent une tournure dramatique avec les immenses feux qui ravagent tout sur leur passage à Los Angeles, réduisant en cendres les maisons de nombreuses stars, des flammes qui paralysent Hollywood et repoussent la date des nominations aux Oscars, décalée pour l'instant du 17 au 19 janvier. Et oui, une énorme pensée évidemment pour tous les Californiens, les incendies les plus dévastateurs de l'histoire de la Californie, selon Joe Biden, le président des États-Unis. Merci beaucoup, Charlie. On va tout de suite retrouver le meilleur de School TV avec le Zap. Aux États-Unis, donc, des écoles expérimentent l'IA à la place du professeur pour gagner en efficacité. L'intelligence artificielle, Alexandre, permettrait aux élèves d'apprendre 2 fois plus vite, selon cette plateforme Unbound Academy. Comment vous expliquez cette promesse d'efficacité? Est-ce réaliste? Est-ce que vous voulez bien nous faire un petit tour d'horizon de ce qui s'y passe là-bas? Bien sûr. Donc, on fait face là à une nouvelle forme d'école, une école en ligne. La promesse, elle est claire, c'est que le matin, on a de l'enseignement sur les matières classiques, anglais, mathématiques, etc., par une intelligence artificielle. Et l'après-midi, c'est consacré à autre chose, par exemple à la prise de parole en public, le codage informatique, donc des choses un peu plus extrascolaires. L'idée étant que l'intelligence artificielle va nous permettre d'apprendre plus rapidement, ce qui va nous dégager de la place l'après-midi. Alors, dans les faits, le format qui est fait jusqu'à présent, c'est une école en ligne. Ouais. Donc, c'est pas forcément l'école comme on l'entend tous, mais ça reste un premier pas. Là, ça va être du CM1 à la 4e. Donc, quand même, un panel assez large, en tout cas, pour avoir des expérimentations qui seront ou concluantes ou non concluantes. On verra ça dans les mois à venir. Petit retour sur la saison 1, elle racontait comment la bande des Inséparables se fracassait sur une affaire de harcèlement. Bande des Inséparables, c'est en fait des jeunes qui se connaissent depuis l'école primaire. Exactement. Alors, il s'agit de 5 amis qui étaient copains depuis toujours, comme on dit. Et puis, à l'entrée au collège, en fait, il se passe un grand bouleversement qui est qu'il y a un décalage de maturité ou de centre d'intérêt qui fait que les uns les autres vont finalement moins se retrouver, moins avoir envie d'être ensemble. Ça va être plus compliqué. Et notamment Arthur, qui est un petit peu plus, disons, encore enfant. Il va se retrouver la cible de moquerie déjà au sein de son groupe. Et puis petit à petit de la classe et puis du collège tout entier. Et il est victime de harcèlement. Voilà, victime de harcèlement. Arthur, c'est le gamin qui rêve, il veut devenir astronaute. Tout à fait. Et en même temps, il va se retrouver ciblé pour à peu près tout ce qu'il est, qu'il y puisse quelque chose ou pas d'ailleurs. Parce que bon, son rêve d'astronaute, d'une certaine manière, il y peut quelque chose, mais à un moment, il a un accident, je ne sais plus s'il se casse le bras ou le doigt. C'est le doigt. Bon, et le majeur, voilà. Justement. Et on commence à se moquer de lui à ce propos. Et en fait, tout signe distinctif devient une faiblesse. Exactement. Mais c'est pas seulement ça, c'est aussi que finalement, ce groupe, il fonctionnait très bien jusqu'à l'entrée au collège. Et d'un coup, c'est comme si les regards changeaient, les positions changeaient aussi dans le groupe. Et que tout à coup, Arthur devient la cible du harcèlement. Toi, tu te vois gravir le Mont Blanc en combien de jours? Tu t'es mis quoi en tête? T'as un chiffre en tête? Alors en fait, on va partir sur 5 jours. David Garnier, donc le guide, part sur 5 jours. Il faut 3 jours pour l'ascension.
Et en fait, le but, si tu veux, ce qui va être compliqué, ça va être aussi la descente. Et donc, il y a plusieurs scénarios possibles, justement. Donc, soit la météo n'est pas bonne, et là, on est obligé de repartir, et moi, je vais redescendre avec les gars. Mais si la météo le permet, en fait, le but, ce serait de redescendre en parapente. Et là, voilà, pour la symbolique, avoir un tétraplégique dans une joëlette qui vole pendant 1 heure pour rejoindre Chamonix, c'est magnifique. Jusqu'à présent, les grandes plateformes comme Facebook travaillaient avec des journalistes et des experts aussi pour vérifier certaines publications. C'est ce qu'on appelle le fact-checking. Mais Meta vient d'annoncer la fin de ce programme aux États-Unis, jugeant qu'il était trop biaisé. Lisa, est-ce que vous voulez bien nous expliquer ce que représentait ce programme de fact-checking pour Facebook et quel rôle il jouait pour limiter justement la propagation des fausses informations? Eh bien, comme vous l'expliquiez rapidement en introduction, c'était le fruit d'une collaboration entre des organisations tierces certifiées. Donc effectivement, on avait par exemple l'agence France Presse, on avait d'autres organes journalistiques, et puis après il y avait aussi des organes spécifiques de fact-checking. Et le but, c'était donc d'identifier, d'étiqueter et de réduire la visibilité de toutes les fausses informations qui pouvaient circuler sur la plateforme. L'objectif étant évidemment d'en limiter la propagation et du coup de signaler aussi aux utilisateurs que ce contenu pouvait être problématique. Mark Zuckerberg justifie cette décision par un souci de liberté d'expression. Est-ce que c'est vraiment une question de liberté d'expression ou plutôt un calcul politique, Alexandre? Je vois à votre regard que vous avez la réponse. Je ne sais pas si j'ai la réponse, mais en tout cas, on va dire que... Vous avez une opinion, en tout cas. J'ai une petite opinion là-dessus. On sait que Trump avait répété maintes et maintes fois pendant sa campagne qui voulait démanteler ce qu'on appelait la mafia de la tech. Et il voulait aussi, pourquoi pas, mettre Mark Zuckerberg en prison. Donc, Mark Zuckerberg, comme par hasard, quand Monsieur Trump est élu, dit bon, alors en fait, on va complètement changer le fusil d'épaule et puis on va maintenant beaucoup moins réguler tout ça, exactement comme fait Elon Musk sur X, c'est exactement la même chose. Elena, elle se prend donc un tsunami, ce sont ses termes. Les autres lui disent d'en parler à un adulte, elle n'ose pas. Elle n'ose pas à cause du harcèlement, elle n'ose pas parce qu'elle est plutôt mal vue par le CPE. Oui. Quand même, un des messages qui traverse les deux saisons, c'est il faut, une fois qu'on arrive à mettre les mots, mais même un peu avant, il faut aller tout à fait. Vers les autres, il faut aller vers les adultes. La dernière raison pour laquelle Elena ne va pas vers les adultes, c'est parce qu'elle répond au message. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle se sent coupable, comme vous l'avez entendu dans l'extrait. Ouais. Elle va, elle aussi, insulter ceux qui lui envoient des messages, elle va répondre et tout ça. Donc, elle se sent aussi coupable. Et en fait, elle sait qu'elle a fait une bêtise. Elle sait qu'elle a fait une bêtise. Elle n'a pas envie que ses parents entendent parler des rumeurs qui courent sur elle, comme quoi elle est une BDH, comme quoi, etc. Et c'est pour toutes ces raisons qu'en fait, on va traduire elle va... C'est bandeuse d'hommes. Voilà. Et donc, c'est pour toutes ces raisons qu'elle ne va pas avoir le réflexe de se tourner vers un adulte. Alors, elle a une amie qui va l'y amener, qui est Oriane et qui est donc beaucoup plus habituée à parler aux adultes et donc qui va essayer de mettre quelque chose en place, mais ça ne va pas bien se passer la première fois. Et en fait, il faut parfois réessayer plusieurs fois, il faut faire différentes tentatives. Et c'est en ça, pardon de vous couper, mais parce que je voudrais vraiment y insister, qu'il y a quand même un côté fédéré. Ce n'est pas un podcast complaisant qui met en scène la parole des jeunes pour finalement dire quand même le monde adulte c'est drôlement bien. Non, c'est vraiment un podcast qui montre des limites, qui dit c'est pas facile. Oui, vous allez pouvoir vous faire aider, mais ça marche pas au premier claquement. Absolument. Ce qui correspond à tous les témoignages qu'on peut avoir, et on en fait état régulièrement ici, sur le harcèlement scolaire dans la vraie vie. Alors c'est vrai qu'on a fait plusieurs émissions cette année, et ça revient souvent, malheureusement, ça part souvent d'un plongeon, et c'était aussi ton cas. C'est incroyable, en fait, si tu veux, quand on regarde les statistiques, pendant la période juillet-août, 80% des accidents en piscine finissent par une tétraplégie. C'est-à-dire que, on ne vérifie pas assez les profondeurs de piscine, ce qui était un peu mon cas. Ce qui a été aussi le cas de Grand Corps Malade, j'ai fait une réplique de son accident. Et moi, je suis assez grand, je fais plus d'1m80 et là où j'ai plongé, il y avait un dénivelé dans la piscine qui n'était pas indiqué et ma tête a tapé le fond de la piscine provoquant une hernie discale entre les vertèbres C3 et C4. Et le disque intervertébral est venu se loger dans la moelle épinière. Donc ça a tout coupé. En fait, c'est comme si tu avais un circuit électrique et
le disque intervertébral est venu tout couper en fait. C'est la fin de ce grand JT. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup Shirley. On vous retrouve bientôt. La semaine prochaine, mercredi prochain. Mercredi prochain, elle sera là avec nous. À la réalisation, j'espère qu'il y aura aussi Xavier Sanchez, au son Saïd Mamou, le maquillage Laure Redemont et Laura Girard et Emma Ferré, fidèle au poste à la rédaction. Merci beaucoup, bonne soirée et à demain. Et non pas à demain, à lundi. Bon week-end.